bonheur que je vais essayer de donner vie aux deux tables rondes qui vont suivre. Alors la première, qui s'intitule « Mythes et réalité », va nous permettre vraiment de couper la tête à quelques idées reçues, à quelques craintes peut-être inutiles, mais aussi va nous permettre de poser des questions, pas toujours d'obtenir des réponses, mais en tout cas de poser un certain nombre de questions. Et elle est avant tout destinée à être extrêmement interactive, donc les intervenants ont accepté de s'exprimer pendant une dizaine de minutes maximum avant de vous livrer les micros et d'interagir avec vous. Alors pour commencer, moi je sais que j'ai assisté avec bonheur à l'intervention de M. Moulin ce matin, et en ayant retenu que l'une des recommandations majeures à l'accompagnant bénévole fin de vie, c'était « tu ne feras point ». Et j'ai été également interpellée par une question dans la salle, d'une question, un témoignage assez bouleversant de cette bénévole qui avait refusé cette glace à cette femme et qui se souvenait avec douleur de ce qu'elle n'avait pas pu faire à ce moment-là. Et je me tourne d'emblée vers Patrick Chichet, que j'ai connu il y a fort longtemps et que je suis ravie de retrouver, qui est directeur d'hôpital et qui a été longtemps directeur des affaires juridiques et des relations aux usagers. Patrick Chichet, est-ce que cette dame a eu raison de ne pas faire? Est-ce que cette oreille posée sur une chaise, comme l'a imagé à maintes reprises M. Moulin, mais qui résume bien la situation, est-ce que c'est ça? Et est-ce qu'aujourd'hui un bénévole a raison de ne rien faire? Est-ce qu'il s'expose, je dirais, à quelles sont ses responsabilités, à quoi s'expose-t-il? Alors vous avez souhaité, c'est inhabituel, mais vous avez le droit d'aller vous exprimer au pupitre. Ça ne changera rien à votre temps de parole, hein, que vous le sachiez. Hein. Je risque même de réduire le temps pour le rejoindre. Non, je plaisante. Voilà. Donc merci Mme Grattan, merci à vous, de l'association Jalmaf, d'avoir organisé ce congrès, de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, avant de répondre à la question, je vais faire un petit préambule qui, je le crains, sera une redite pour vous, mais vous me pardonnerez. Donc, je voulais développer les soins palliatifs. C'est une préoccupation constante des pouvoirs publics, sous la pression, il est vrai, de la population sensibilisée à la fin de vie. Depuis la loi du 9 juin 1999, la personne malade bénéficie d'un droit d'accès à des soins palliatifs et à un accompagnement pratiqué en institution ou à domicile. Et malgré la mise en place de plusieurs programmes nationaux de développement des soins palliatifs, le plan national 2015-2018 constate qu'il persiste chez nous une insuffisance et une inégalité d'accès aux soins palliatifs. Notre population vieillit. 9% des habitants ont aujourd'hui plus de 75 ans. L'augmentation de l'espérance de vie, l'amélioration des traitements se traduisent par la hausse du nombre de malades souffrant de cancer ou de maladies neurodégénératives. Le plan national pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, c'est son titre, hein, répond à deux priorités. Placer le patient au centre des décisions qui le concernent et développer les prises en charge à domicile. C'est que la situation est de nature à choquer. 28 500 patients sont accueillis chaque année en hospitalisation à domicile. Mais plus de 200 000 personnes décèdent dans des conditions qui auraient nécessité des soins palliatifs. Plus et mieux accompagner les patients en fin de vie à domicile est donc une nécessité. Les soins palliatifs sont prodigués par une équipe interdisciplinaire et ils associent les bénévoles. La loi de 1999, j'insiste là-dessus, insérée dans le Code de la santé publique à l'article L1110-11, reconnaît aux bénévoles une place importante dans l'accompagnement de la personne malade. Ils peuvent apporter leur concours à l'équipe de soins
en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et son entourage. Les bénévoles qui doivent œuvrer dans des associations spécifiques ont ainsi une double responsabilité. Ils sont tout d'abord des citoyens qui parlaient à cœur ouvert et qui s'engagent, qui vous engagez dans le chemin de la solidarité et du lien social en soutenant la personne malade et ses proches. Votre présence, votre engagement sont essentiels pour la communauté. En même temps, dans notre société organisée, où chaque activité est régulée, les bénévoles voient leur activité encadrée par des règles juridiques formalisées. Leur dévouement, votre dévouement, peut en effet déboucher sur la mise en œuvre de votre responsabilité. Il importe donc de prévenir cette mise en cause et d'assurer, en cas de besoin, la protection des bénévoles, votre protection, ainsi que celle des associations auxquelles vous appartenez. Alors, quelle responsabilité peut encourir le bénévole? Bien, il y a 3 types de responsabilités. Traditionnellement, responsabilité civile. Responsabilité civile, imaginons, le bénévole casse un objet à domicile, ou bien fait mal à non pas à la personne malade, mais à un proche sans le faire exprès, donc il cause un dommage. Eh bien, sur le plan civil, on est responsable si l'on commet une faute civile, c'est-à-dire une faute, une maladresse, s'il y a un dommage et s'il y a un lien entre la faute commise et le dommage. Il faut réunir ces 3 conditions pour qu'il y ait responsabilité. S'il manque une condition, il n'y aura pas de responsabilité. Donc, dans cette responsabilité, le bénévole est normalement couvert par son association, l'association à laquelle il appartient. Mais cette couverture est limitée, c'est-à-dire que le bénévole doit avoir respecté strictement la mission que lui a confiée l'association. Donc il importe donc, pour le bénévole et pour l'association, à la fois de connaître la mission à laquelle il s'engage lorsqu'il se rend à domicile, et il appartient à l'association de bien expliquer au bénévole sa mission conformément au règlement et à la charte de l'association. En dehors de cette responsabilité qui est une responsabilité contractuelle en tant que membre, le bénévole peut éventuellement engager sa responsabilité s'il est sorti de sa mission et s'il a causé un dommage. Deuxième type de responsabilité, la responsabilité pénale. Il y a responsabilité pénale quand on viole la loi, mais la loi qui définit les infractions pénales. Eh bien, lorsque ça pourrait être, mais c'est vraiment un cas théorique, une maltraitance. Une maltraitance, bon, ce qui n'est pas dans la mission, mais plus subtilement, ça peut être la violation de la vie privée. Vous voyez, la violation de la vie privée, c'est-à-dire faire connaître à l'extérieur, parler à l'extérieur de choses intimes qui ne doivent pas sortir de la maison, du domicile. Mais ça peut être aussi un exercice illégal de la médecine ou bien un exercice illégal des soins infirmiers. Si le bénévole intervient dans les soins, même si on lui a demandé d'intervenir, eh bien, il se rend coupable d'un exercice illégal. Et le bénévole, là c'est un cas délicat, il peut être aussi le témoin à domicile d'une maltraitance, non pas physique, mais peut-être une maltraitance financière envers le résident avec lequel il est en contact. Et là, c'est quelque chose d'assez délicat, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Deuxième responsabilité, la responsabilité pénale. C'est celle, elle touche le bénévole, mais elle peut toucher, pour d'autres domaines, l'association elle-même. Alors, en général, c'est l'association qui violerait des règles, générales, qui commettrait des fautes de gestion, et ça, l'association pourrait être déclarée responsable, ainsi que ses dirigeants. Troisième type de responsabilité, la responsabilité disciplinaire. C'est celle du bénévole
vis-à-vis de son association. C'est-à-dire que le bénévole ne respecte pas les règles de son association et l'association peut se retourner contre lui, hein, le sanctionner en l'excluant par exemple, hein, ou en le suspendant. Alors, il faut savoir que les responsabilités peuvent se cumuler. Imaginons un bénévole qui porte atteinte au secret de la vie privée, hein, qu'il y a une action qui est entreprise, eh bien, c'est une infraction pénale, mais qui peut donner lieu, dès lors que l'association en a connaissance, qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire, voire une exclusion du bénévole de l'association. Alors, est-ce que l'on peut se couvrir de ces responsabilités? Est-ce qu'on peut se prémunir des risques de la responsabilité? Alors, notre société est très organisée, et la réponse est globalement oui. Oui pour la responsabilité civile. On peut se couvrir des conséquences de la responsabilité civile, à condition, bien sûr, que l'association ait souscrit une assurance, hein, et surtout que le membre soit resté dans sa mission, dans la mission fixée par l'association. Peut-on se couvrir de la responsabilité pénale? Malheureusement, vous le savez dans la vie quotidienne, la réponse est non. Ce que l'on peut obtenir, c'est une protection juridique, hein, en cas de mise en cause. Encore faut-il que l'association ait souscrit à cette particularité. S'agissant de la responsabilité disciplinaire, eh bien, il appartient aux membres de respecter le règlement de son association et la charte de l'association. Donc vous voyez qu'il est très important d'être extrêmement rigoureux au niveau de l'association. Hein, l'association doit être correctement gérée, hein, de façon stricte par ses dirigeants. Elle doit faire attention au choix et à la formation de ses membres bénévoles. Importance aussi de la loyauté et du respect de sa mission par le bénévole. Il ne peut pas en départir. Hein. Et surtout, importance du travail en lien avec l'équipe pluridisciplinaire des soins palliatifs. Alors, pour répondre maintenant à la question que Mme Catan m'a posée au nom de votre Assemblée, eh bien, la réponse est effectivement non. Je veux dire, la bénévole ne peut pas intervenir auprès de... Un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Je crois qu'on ne vous entend pas très bien. Pardon ? Un petit... Moi non plus. Juste un petit peu plus près du micro. Ah oui, pardon. On prend vos paroles, mais avec difficulté. Donc, la bénévole peut-elle offrir une glace à la résidente, à la patiente, oui, ou à la résidente? Eh bien, la réponse, malheureusement, est non, est négative, sauf si elle a l'accord de l'équipe soignante. Vous voyez? Et l'équipe soignante est seule habilitée, hein, puisque c'est un acte, on peut considérer que l'alimentation constitue un acte de soin, on peut considérer qu'il faut demander... Petite pause, mais parce qu'il y a un excellent dessin de Christian, et comme vous le voyez pas, vous le voyez? Ah non. C'est une nouvelle technique pour éviter la tentation de faire, et on voit le bénévole assis sur une chaise et ligoté. Voilà, pour vous qui le voyez. Alors, il y a des exemples dans la jurisprudence qui sont intéressants, qui sont frappants. Hein. J'ai trouvé trois situations. Bon, elles ne concernent pas, heureusement, les bénévoles d'accompagnement, mais vous allez voir le lien. Bon. Ça s'est passé dans la région de Nice. C'est un monsieur qui a rencontré son voisin et lui a proposé de l'aider à débroussailler. Eh bien, donc en débroussaillant, il s'est blessé. Alors, l'assurance du voisin, hein, l'assurance du propriétaire du terrain, a refusé d'indemniser le bénévole. Alors, il y a eu une action en justice, et qu'a dit le juge? Le juge a dit, si l'on aide quelqu'un et que cette personne accepte votre aide, eh bien, il se crée une convention d'assistance bénévole. Donc, un contrat. Hein, c'est plus qu'un contrat moral, c'est une convention d'assistance bénévole. Et la personne qui aide, est normalement protégée par la personne qui est aidée, donc par le propriétaire. Donc le propriétaire doit indemniser la personne qui l'aide si cette personne s'est blessée.
La seule exception, c'est l'hypothèse où la personne qui aide aurait commis une faute. Vous voyez, aurait commis une faute qui peut exonérer donc le propriétaire. Alors si on l'applique au bénévole, le bénévole, bien sûr, doit respecter strictement sa mission, mais imaginons qu'à la demande de la famille, il aille bricoler dans la maison, eh bien, il se créerait une convention d'assistance bénévole qui ne regarderait pas du tout l'association, l'association d'accompagnement, mais qui créerait des liens entre le bénévole et la famille. Et donc le bénévole serait couvert par l'assurance habitation de la famille, sauf s'il commettait une faute. Mais en effectuant cette aide, eh bien, le bénévole se met en difficulté vis-à-vis de son association. Parce que si le règlement de l'association lui interdit, enfin, lui fixe une mission très stricte, eh bien, il ne peut pas se départir de cette mission. C'est vrai que c'est très délicat, mais ça fait partie des servitudes de cette mission de bénévole. Voilà. Donc, il ne peut rien faire. Très bien, merci Monsieur Chichet. Oui, on vous applaudit. Vous rejoignez les fauteuils. Je pense que ça suscite un certain nombre de questions, mais que l'on va réserver pour le débat. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des affaires, juste avant que je passe la parole, est-ce qu'il y a quand même quelques affaires emblématiques? Est-ce qu'on a vu des bénévoles aller en justice pour, je ne sais pas, vous évoquiez exercice illégal de la médecine, pour des médicaments donnés? Est-ce que vous avez trouvé en fouillant un petit peu le sujet, des affaires? Rien ne concerne les bénévoles d'accompagnement. Pardon? Ces affaires n'ont pas concerné, il n'y a pas eu de... Aucune affaire aujourd'hui n'a concerné. Moi j'ai raisonné par analogie. Par exemple, une personne qui n'a pas son diplôme d'infirmier, qui fait des actes infirmiers, eh bien, fait de l'exercice illégal. Une personne qui n'est pas médecin, ou le médecin qui a oublié de s'inscrire à l'ordre, eh bien, cette personne commet, si elle effectue des actes médicaux, commet un exercice illégal et donc rentre dans le coup de la loi pénale. Donc l'important, c'est de bien connaître les règles et lorsqu'on ne sait pas, bien se mettre sous la protection, sous la couverture de son association. Parce que c'est elle, finalement, qui détermine la mission et qui, dans la plupart des cas, non pas portera le chapeau, mais assurera la couverture de son bénévole. Merci beaucoup. Je vais vous demander, quand vous vous exprimez, s'il vous plaît, de parler plus près du micro pour que tout le monde vous entende bien dans la salle. Non, c'est fini, de toute façon. Non, vous inquiétez pas, vous reviendrez. Docteur Bottero, donc vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes également coordinateur de soins à domicile. Excusez-moi, c'est l'ordre, Madame Bouffarouille, hein, sinon je vous aurais bien évidemment donné... mais puis bon, on va un petit peu se réconcilier avec les hommes que nous avons un peu fâchés à cause de M. Moulin ce matin. Alors, M. Bottero, je reprends médecin généraliste et coordinateur de soins à domicile. Avant que vous évoquiez un petit peu vos relations avec les bénévoles que vous croisez, bien évidemment, avec qui vous collaborez, je crois que vous vouliez rappeler quelque chose, vous avez dit un peu haut et fort hier soir, mais que vous souhaitiez redire aujourd'hui, c'est le développement de la fin de vie à domicile. Oui, tout à fait. Je remercie également, bien entendu, donc, de m'avoir invité, donc Jalma de m'avoir invité aujourd'hui. C'est vrai que hier soir, j'étais un tout petit peu déçu donc, du fait que l'on pouvait dire que les soins palliatifs à domicile donc, étaient très difficiles et qu'il fallait plutôt développer les soins palliatifs hospitaliers, voire de l'hospitalisation à domicile. Je n'ai rien contre, encore une fois, je suis persuadé d'ailleurs qu'il faut les développer et ils sont très efficaces, mais c'est vrai qu'à domicile on peut aussi beaucoup faire. Donc je voudrais juste préciser donc que mon rôle en tant que médecin, c'est au sein d'une équipe pluridisciplinaire effectivement, d'accompagner et de soulager la souffrance, ça a été dit donc plusieurs fois, la souffrance globale des patients. Dans cette souffrance globale, il y a la souffrance physique avec tous les symptômes, il y a également donc la souffrance psychologique avec
les dépressions, avec l'anxiété, avec les dénis, les dénégations, les non-dits, enfin c'est beaucoup. Il y a la souffrance sociale, des personnes donc, qui effectivement sont en difficulté et donc peuvent avoir des difficultés financières induites par le fait qu'elles ne peuvent plus travailler. La souffrance existentielle, donc effectivement, dans la mesure où à un moment qu'ils perdent le sens de ce qu'ils sont en train de vivre, mais il y a, et surtout, j'allais dire, la souffrance spirituelle. Très difficile pour moi de la définir, mais elle est en tous les cas donc, au fond, ce qui est très important pour nous d'atténuer. Pour arriver... Alors, cette souffrance spirituelle, pour moi, en quelques mots, c'est lorsque le patient a perdu son autonomie, qu'il est devenu totalement dépendant d'une équipe de soins, de la famille, qu'il se sent être un poids pour la famille, et par ailleurs, donc, qu'il n'a plus de rôle sociétal, il ne travaille plus, et il perd petit à petit, donc, il ne sait pas exactement ce qui va lui arriver en termes de devenir, et donc il perd en quelque sorte le contact avec ses propres racines humaines. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, lui-même ne sait plus exactement ce qu'il est, qui il est, est-ce qu'il est encore un être humain ou pas. Il se replie sur lui-même, et à partir de là, donc, il est en souffrance, moi je considère, donc, spirituelle. Le but, pour moi qui suis technicien, c'est de diminuer la souffrance physique, c'est d'être aidé par un psychologue pour diminuer la souffrance psychologique, d'être aidé par une assistance sociale pour diminuer la souffrance sociale, et c'est totalement indispensable d'agir sur les 3 niveaux, sur les 3 éléments, mais pour arriver, encore une fois, à aider pour la souffrance existentielle. Bon, je sais à peu près ce que c'est-à-dire que c'est donc quelqu'un, encore une fois, qui doit retrouver un petit peu de sens à sa vie, et bien sûr, vu les circonstances, c'est pas évident, et en l'occurrence, il faut qu'il retrouve sa place au sein de la famille, peut-être même au sein de la société, mais en tous les cas, c'est la souffrance, souffrance spirituelle qui, au bout du compte, donc, doit être diminuée pour que probablement cette personne arrive à une certaine forme d'acceptation de sa fin de vie. Et sinon à une forme de sérénité, en tous les cas, arrive donc à se retrouver comme un être humain à part entière. Et c'est là, je crois, où le rôle des bénévoles donc, est très important. Mais je suis obligé de dire, et peut-être après vous me contredirez, qu'il est important, avant que vous n'ayez un rôle, le rôle essentiel, peut-être même donc, auprès du patient, à développer ce rôle, il est important que nous puissions diminuer, encore une fois, les souffrances physiques, psychologiques, sociales. Sinon, votre rôle sera très compliqué. Votre rôle, il est donc, à mon avis, au niveau de la souffrance spirituelle. C'est-à-dire qu'au fond, de par votre écoute, de par votre regard, de par votre présence, vous allez probablement aider le patient à se retrouver en relation humaine avec vous, et à se retrouver du même coup, faisant partie du couple humain que vous allez former avec lui, donc du même coup comme un être humain. Et donc, par définition, si vous arrivez à créer ce lien, cette relation, eh bien, probablement, ce sera donc un élément, disons, totalement essentiel pour lui. À ce niveau-là, moi, en tant que médecin, paradoxalement, je peux y participer, bien sûr. Moi aussi, je vais essayer donc de l'aider à se retrouver en tant qu'être humain, mais mon rôle, ce sera quand même un rôle avant tout technique, qui consiste, encore une fois, à soulager les symptômes, et même, s'il est en fin de vie, avec une souffrance réfractaire, fin de vie proche, et bien peut-être même donc de faire une sédation, si cette sédation, dont on a parlé aussi, a pour but d'être un soin qui soulage. Mais ce serait dommage d'en arriver à faire une sédation à quelqu'un qui n'aurait pas pu auparavant retrouver, encore une fois, donc, son humanité, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr. Bonneron, pour cette intervention. Juste avant de passer le micro à Mme Buffaroud, vous avez fait une sorte de chronologie. Vous ne pouvez à aucun moment envisager que d'emblée, l'accompagnant soit à vos côtés? Est-ce que le fait qu'il intervienne très tôt, est-ce que finalement vous ne favorisez pas aussi jusqu'au bout
Est-ce que vous ne lui facilitez pas non plus cet accompagnement en le plaçant d'emblée à vos côtés? Oui, oui, certainement. Le problème pour nous est très pragmatique, c'est-à-dire que nous sommes souvent appelés très tardivement, que nous-mêmes, nous préférerions être appelés en amont. Et en amont, bien entendu, la place du bénévole donc, est importante, puisque c'est déjà une prise de contact, c'est déjà une relation qui s'établit, qui va avoir d'autant plus, disons, de force au moment où la personne pourrait être en souffrance spirituelle. Malheureusement, nous sommes souvent appelés à intervenir assez tard. Et du coup, nous sommes appelés lorsque la personne est en grande souffrance. Encore une fois, souffrance physique, psychologique. Et donc, on est peut-être bien obligé, dans un premier temps, de rester très technique, malheureusement. Merci. On aura d'autres questions, mais on va écouter tout de suite Madame Buffarulle, qui remplace 2 personnes, mais comme vous l'aurez tous noté, elle vient à 1,5, donc voilà. Et on la remercie vraiment très sincèrement, et puis c'est très joli de voir ce ventre rond. Alors, Madame Buffarulle, vous êtes infirmière libérale, vous intervenez... Non. Alors ça, c'est le journaliste qui n'a pas relu ses fiches, mais bon, à ma décharge, j'ai su un peu plus tardivement, vous êtes infirmière, pas libérale. D'accord. Alors, je vais vous laisser vous présenter, et ensuite, je vous introduirai. Bonjour, je remercie l'association JALMAP de m'avoir invitée ce matin. Donc oui, je suis bien infirmière, et j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai eu un parcours hospitalier, et j'ai vite dévié sur le domicile pour pouvoir réaliser des prises en charge palliatives à domicile. Pour cela, j'ai commencé par créer un service d'aide à domicile qui existe depuis 6 ans maintenant. La première approche était bien entendu pour accompagner les patients en fin de vie à la maison. Et par la suite, j'ai retrouvé mes racines avec mon métier d'infirmière. J'ai créé un service de prestation de santé. Alors c'est peut-être des mots un petit peu barbares ou méconnus pour vous. Le prestataire de santé est l'organisme qui fournit le matériel médical pour les patients à domicile, à savoir tout ce qui est pompe à morphine, qui fait également la coordination, par exemple, les perfusions d'hydratation, etc., et qui fait la coordination entre les établissements de santé, les réseaux et les infirmières libérales. Et bien entendu, tout en gardant l'aspect soins palliatifs. À l'heure actuelle, je ne m'occupe que de patients de prise en charge palliative à la maison, et on a cette possibilité d'être présent à la fois sur le plan des auxiliaires de vie et à la fois sur le plan médical et paramédical. Très bien. Donc vous connaissez bien le domicile. Vous êtes un petit peu, on a discuté quelques minutes, vous êtes un petit peu d'accord avec M. Bottero. Vous êtes avant tout des techniciens, et des techniciens chargés finalement de placer le patient en fin de vie dans une situation qui lui permet d'accéder à des relations, je dirais, à des relations, à des échanges, etc. Vous dites que vous-même, qui avez un diplôme d'hypnose médicale, vous dites que le patient n'est accessible à pas grand-chose tant qu'on n'a pas pu le soulager, quoi qu'il en soit. C'est ça? Oui, donc dans mon parcours, j'ai également fait une formation d'hypnoanalgésie, toujours dans le but de soulager au mieux le patient à la maison. Et il est vrai que ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'ai obtenu ce diplôme, et dans tous les contacts que j'ai pu avoir avec les patients, que ce soit à domicile ou aussi une activité de bénévole dans une unité de soins palliatifs à Nice, les patients ne sont pas disponibles tant que leur souffrance n'est pas soulagée un minima. Donc c'est vrai que... On est confronté dans cette difficulté. Je reviens encore à M. Moulin, heureusement que je vous ai écouté, ça m'a donné l'idée de plein de questions. Il soulignait presque une forme de rivalité, je dirais, avec les soignants, puisque finalement la technicisation de la médecine en général fait que vous êtes un peu privé du champ du relationnel, de l'humain. Est-ce que vous en voulez pas presque, finalement, à ces accompagnants, de vous piquer, je dirais, un peu du boulot qui fait aussi ce qui vous a attiré vers cette profession? Et je poserai un petit peu la même question à M. Bottero. Non, on n'en veut à personne, c'est un travail d'équipe. Vous ne les voyez pas comme des concurrents? Ah, pas du tout, non. Au contraire, chaque patient va se livrer de façon différente à chaque intervenant qu'il aura en face de lui. Chaque personne qui va rentrer dans une chambre ou rentrer dans un domicile
va avoir une information que la personne qui est arrivée 5 minutes avant ou la veille n'aura pas eu parce que y a cette relation humaine, cette empathie, cette confiance qui se crée, qui est inexplicable avec les relations humaines. Et au contraire, ce qui est important par contre, c'est de pouvoir communiquer ensemble, peut-être plus, pour pouvoir au mieux accompagner le patient et laisser peu d'informations dans la nature ou sans avoir de traitement derrière. Ça, c'est... Monsieur Bottero? Oui, non, je vois pas pourquoi on serait concurrent, effectivement. Bon, disons que la problématique pour moi en tant que médecin, c'est toujours de trouver cette fameuse, en soins palliatifs, cette fameuse juste place, ou cette distance utile ou pas donc à maintenir avec le patient. C'est très compliqué, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on soit dans l'empathie, il faut qu'on soit dans la compassion, il faut qu'on essaye de se mettre à la place d'eux, et pour autant il faut quand même donc que l'on reste disons avec une certaine lucidité, avec un certain recul. Par rapport encore une fois donc à votre place de bénévole, il est probable que la place que vous avez n'est pas la même que la mienne, mais il n'y a pas une place qui se trouve plus près ou moins ou plus éloignée. C'est simplement que nous n'avons pas tout à fait la même place à trouver auprès du patient, mais effectivement, au plus il y a de personnes qui veulent être auprès du patient, mieux c'est. Très bien, bon, je ne vais pas monopoliser les questions, donc vous, ça y est, le micro peut partir à la salle, vous avez deux, trois personnes qui sont disposées, et monsieur, là, au 4e, 5e rang, madame, je vois vos bras lever. Écarter le bénévolat d'accompagnement pour créer leur propre association qui, eux, sont vraiment dans le faire. Et je voulais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Vous vous adressez à monsieur Chichet? Je ne sais pas si vous êtes directeur de cet hôpital ou d'un autre hôpital. Ah non, il n'est plus du tout directeur. Aujourd'hui, il intervient comme juriste. Cette concurrence, vous évoquez cette concurrence finalement entre l'hôpital, les unités... En tout cas, dans cette unité, il distribue beaucoup de glace. Excusez-moi, nous on n'a pas entendu le début. Qu'est-ce qui distribue beaucoup de glace? Ah, de glace, pardon. Oui, mais précisément parce qu'ils sont en étroite symbiose avec l'unité de soins et l'équipe pluridisciplinaire. Alors, mais... Donc elle a droit, je dirais, d'aller beaucoup plus loin qu'une unité, qu'une association extérieure. Non. La situation qu'évoque madame est la suivante. C'est vrai que notre unité de soins palliatifs a créé sa propre association de soins palliatifs et sa propre association d'accompagnement et a fermé la porte aux autres associations d'accompagnement. Bon, c'est vrai que c'est une situation... Mais qu'est-ce qui lui permet, elle, d'aller beaucoup plus loin dans le faire? C'est ce que pose comme question madame, sans s'exposer. Je pense qu'elle fait la même chose qu'une association d'accompagnement, sauf que, comme elle travaille en étroite symbiose, puisqu'elle est sur place, et elle est constituée pour une partie de personnel de l'équipe de soins, elle est en liaison directe avec l'équipe de soins, mais sauf le fait que l'unité ait créé sa propre association, tout en respectant les règles de l'association, qu'elle ait fermé la porte aux autres associations, eh bien, malgré tout, nonobstant ces éléments qui effectivement peuvent choquer, oui, il choque. L'équipe, je veux dire, l'association joue un bon rôle, et elle joue le rôle que peut jouer Jalma, l'association de soins palliatifs, dans d'autres circonstances. Alors, sur cette question, excusez-moi, madame, on va faire juste, parce que j'ai l'impression qu'il y a des réactions nombreuses à ce qui vient d'être dit. On va les prendre tout de suite, excusez-moi. Je vous fais patienter. Merci. Alors moi, c'est vrai que ça me fait réagir quand j'entends des choses qui font partie d'une petite douleur dans mon histoire de présidente de Jalma Côte d'Azur. Donc moi, personnellement, j'ai été bénévole accompagnante au départ à la création des 6 premières lignes de l'USP de l'hôpital de l'Archer.
Et c'est vrai que c'était une expérience merveilleuse, tous les soignants étaient nouveaux, pleins d'enthousiasme, ça se passait très bien avec les patients. Et en fait, pour des raisons économico-organisationnelles, et comme nous on restait très stricts dans nos valeurs à nous et qu'on ne voulait pas glisser vers le service, et que dans le même temps il y avait déjà des bénévoles d'autres associations qui chariotaient les patients, qui faisaient des gâteaux. Le chef de service nous a demandé une présence H24. Bon voilà, et donc on a essayé, enfin, en tout cas moi j'ai essayé en mon âme et conscience de négocier le plus loin que je pouvais aller sans perdre mon âme, mais j'ai pas claqué la porte parce que je suis bien élevée, surtout quand je représente Jalmalve. Mais voilà, Jalmalve et Albatros 06 aussi, qui étaient sur les mêmes valeurs que nous, a décidé de partir. Alors aujourd'hui ils ont leur propre équipe, ils ont même, ça va vous faire sourire je pense, salarié la responsable des bénévoles. Oui, ça me fait sourire, rire jaune. Merci. Alors, je suis désolée, si je prends des messieurs pour des dames ou des dames sur des messieurs, c'est que je suis un peu myope et que je vois pas très bien. Donc, monsieur, non. Madame, voilà. Qui avait le micro? Oui, je l'ai. Oui. Elisabeth Delacio, Jalmalve Grenoble. Ma question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Bottero et un petit peu dans un autre champ, mais bon, j'ai presque 40 ans d'activité professionnelle de médecin retraité à Jalmalve depuis de très nombreuses années, et la question que je voudrais poser, et qui peut se poser aussi au domicile d'ailleurs, c'est par rapport à cette laïcité qui justifie, sur laquelle se fonde à juste raison notre association. Je m'en réfère dans la nouvelle loi Claes-Leonetti, à l'article 1er, où il est bien dit que le malade a droit à une fin de vie digne avec un apaisement de la souffrance. C'est le terme employé. Et ce terme revient plusieurs fois dans la loi. Et je me suis souvent interrogée jusqu'où que l'on soit professionnel. Moi, c'est en tant que professionnel que je m'étais posé cette question, mais elle peut se poser aussi bien évidemment pour les bénévoles. Jusqu'où on doit rester par rapport à cette question-là avec la personne malade en fin de vie. J'essaie d'être plus claire. Est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à poser la question aux patients s'il souhaite, alors quand peut-être même il n'a plus de pratique religieuse depuis longtemps, et si soi-même on n'a pas de conviction religieuse, mais à poser la question s'il souhaite une rencontre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut contribuer à un apaisement de la souffrance spirituelle. Voilà, je n'aurais pas dit ça il y a plusieurs années en arrière, mais votre expérience de terrain, je dirais, vous a amené à vous poser cette question. Oui. C'est ça. Oui. De la même manière, je termine sur ce point-là, mais de la même manière, ce qui peut contribuer à une souffrance, alors là que je qualifierais plus d'existentielle, etc., c'est s'il y a eu des conflits familiaux, et hélas, ils ne sont pas rares, de proposer, hein, sans s'impliquer davantage. Et moi, j'ai vérifié souvent qu'en tendant cette perche, et à ce moment-là, pas en assumant soi-même, parce qu'on n'en a pas la capacité, en tout cas moi je ne l'avais pas, mais des relais, mais oser faire ça. Et ça peut contribuer à cet apaisement de la souffrance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Docteur Bottero. Oui, je ne sais pas si ma réponse correspondra bien à votre question, mais quand je parlais tout à l'heure de souffrance spirituelle, j'englobais la souffrance éventuellement spirituelle par rapport à une transcendance religieuse. Mais pour moi, c'était avant tout une souffrance, je dirais, humaine, d'humanité. Une personne qui a perdu vis-à-vis d'elle-même et en elle-même ce caractère donc de faire partie de notre humanité. Alors pour autant, je ne suis pas du tout opposé, bien entendu, à ce que, je dirais, la religiosité ou la religion
interviennent. D'ailleurs, il est très important pour moi, lorsque je suis en contact et lorsque je prends contact avec un patient, eh bien, à un moment donné ou à un autre, de parler avec lui de ses convictions religieuses, ne serait-ce que parce qu'on va aller très loin ensemble, s'il veut rester à domicile jusqu'à sa mort, et qu'il est important de savoir s'il veut ou pas, à un moment donné, avoir un office religieux, mais surtout recevoir, bien entendu, avant de mourir, disons, le prêtre ou l'imam, je veux dire, et puis n'importe comment, lorsqu'on va parler avec ce patient de sédation, voire de mise en place de traitement par morphine, voire de discussion sur le fait que l'on arrête ou pas une hydratation, eh bien, lorsque la personne donc a des fortes convictions religieuses, eh bien, il arrive assez souvent que cette personne donne son avis, quand elle est tout à fait cohérente, mais a besoin aussi d'avoir l'avis de, encore une fois, du rabbin ou du prêtre, pour savoir si la décision qui consisterait à faire une sédation ou à arrêter une hydratation lui paraît, disons, acceptable. Pour ma part, je m'adapte. Moi, ce n'est pas à moi de savoir si la personne doit ou ne doit pas en référer donc à ses convictions religieuses. Pour moi, ça ne change pas. Mais je pense qu'au-delà, la question, et vous me confirmerez ou pas, au-delà, c'est la question distance, proximité, parce qu'on vous intime une distance, mais en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que à certains moments, il y a besoin de proximité. Quand on va suggérer d'appeler un rabbin, un imam, un curé, on est dans une grande proximité aussi. Attention, je n'ai pas dit suggérer. Parce que non, suggérer ou entendre ou susciter. Non, j'ai dit oser poser la question. Oui. C'est pas suggérer. Hein, non, bien sûr. Voilà. C'est oser poser la question. Moi, je suis d'une génération professionnelle où on nous parlait de la neutralité, bienveillante, de flambeau. Et je crois qu'il faut oser, indépendamment de ses propres convictions. Oser cette proximité. Voilà, parce que j'ai vérifié, j'imagine que d'autres personnes l'ont vérifié aussi, que souvent les personnes malades n'osent pas aborder cette question, hein, ou en tout cas pas avec le médecin. Je pense qu'on est quand même amené de plus en plus, encore une fois, à en parler. Soit c'est le patient qui en parle spontanément parce que la relation qui est établie est bonne, soit ça fait partie des questions que l'on va être amené à poser à un moment donné ou à un autre. Tant mieux. C'est important par rapport Tant à mieux. fin de vie à domicile. Oui, je suis de cette évolution. Madame, merci d'avoir patienté. Je vous en prie. Donc, bonjour, je m'appelle Béatrice Legris, je suis présidente de Jalmal Marseille, et j'ai une question très précise pour M. Chichet. Je suis une présidente qui va mettre en œuvre bientôt le bénévolat à domicile, parce que nos bénévoles le demandent, parce qu'il y a véritablement une envie, une conviction de cette mission qui est appelée à se développer. Mais comme je suis une présidente très studieuse, je me suis penchée sur les textes qui sont fournis par notre fédération, et il y a un guide pour l'établissement d'un contrat d'intervention à domicile qui date de 2007. Voilà ce qu'il dit. Donc, ma question est qu'il peut servir de base à l'écriture d'une convention écrite entre la famille, ou du moins le malade, et l'association. Voilà ce que dit ce texte. Le temps de l'accompagnement dévolu est un temps de présence et d'écoute auprès de la personne malade et ou de sa famille. Donc là, nous sommes effectivement dans notre charte Jalmal. Il est dit ensuite, il précise les limites du bénévolat d'accompagnement. Et deux limites sont suggérées. Le bénévole n'intervient pas dans le domaine du soin. On est bien d'accord. Deuxième chose, ce n'est pas un bénévolat de service, même si quelques exceptions sont acceptées, avec l'appréciation du coordinateur. Ainsi, l'accompagnement peut s'agrémenter d'une lecture, d'une sortie dans le périmètre privé du domicile, pour répondre à un désir particulièrement important pour le malade. Alors, ma question est, on sait que la société se judiciarise, pour ne pas dire se pénalise. Est-ce que, si je fais signer ce type de convention, je couvre mes bénévoles, l'association et moi-même, présidente, si j'ose dire? La question est précise. Patrick Chichet. Donc, déjà,
votre démarche est tout à fait honorable, hein, de vouloir assurer à la fois la protection de l'association, de vos bénévoles et les meilleures relations possibles avec la famille et les personnes du domicile. Je pense qu'il faudrait que cette convention, vous en informiez au moins, disons, au moins informer l'équipe de soins. Et puis, quand vous allez assurer votre association, eh bien, posez la question à l'assurance. Montrez-lui le texte de la convention et demandez-lui bien si l'assurance vous couvre dans toutes les formules que vous indiquez. Voyez, on ne peut pas répondre de façon tout à fait définitive. Voyez, il faut que vous posiez la question à l'assureur soit de votre association, soit celle de la fédération, pour bien leur demander si la lettre de la convention leur convient et vous protège effectivement. D'accord, même en cas de plainte, parce que je pense aussi au dépôt de plainte. C'est quelque chose qui existe maintenant dans la société. Dont on a peur, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Non, mais tout va bien jusqu'au moment où tout va mal. Ça se produit, oui. Oui, il ne faut pas non plus... un dépôt de plainte n'est pas une décision de justice. Donc on peut regretter un dépôt de plainte en disant qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, mais ce n'est pas une décision de justice. Beaucoup de plaintes donnent lieu à aucune suite. Maintenant, une plainte, on est dans le domaine pénal. Donc il faut avoir violé la loi pénale, il faut avoir commis une infraction. Donc là, il faut que le bénévole, encore une fois, il faut que l'association définisse sa mission, assure la formation de bénévoles d'accompagnement pour être sûr qu'il ne va pas engager sa propre responsabilité, mais aussi celle de l'association. Et il n'y a pas de raison que les choses tournent mal. Alors, excusez-moi, une dernière petite remarque. Est-ce que dans une convention, on peut écrire, par exemple, avec quelques exemples donnés? Voilà, et c'est une question toute simple. Alors, est-ce que ça fait partie de l'accompagnement? C'est ça ma question. Voilà, c'est ma spécialité. Le fait d'écrire une exception possible peut couvrir toutes les autres exceptions, c'est ça ma question. Mais j'aurais tendance à poser la question au président de Jalma. C'est qu'est-ce que dans votre charte vous autorisez? Qu'est-ce que vous autorisez le bénévole à faire? Qu'est-ce que votre fédération s'autorise à proposer aux personnes qui bénéficient de l'accompagnement? Est-ce que la présidente de Jalma, ou monsieur Moulin, voulait répondre à ça? Ah non, d'accord. Est-ce que la présidente de Jalma veut répondre? Attendez, juste un micro. Et je prends votre question tout là-haut. C'est chaque association qui est responsable dans son association, mais il y a des textes de référence au niveau de la fédération. Très bien. Mais... Oui. Alors, vous vouliez réagir à cette question, monsieur Moulin? Non? À une autre? Alors je vais prendre, si vous permettez, la question qui est tout là-haut. Madame, qui est dans le noir. Bonjour. J'aurais simplement voulu avoir un éclairage sur la place du bénévole dans le secret partagé. Puisque vous travaillez dans les milieux de soins, quelle est la place du bénévole d'accompagnement sur le sujet du secret partagé? Monsieur Dr Bottero. Je ne sais pas si c'est vraiment à moi ou presque au juriste de répondre, mais en tous les cas, c'est pas facile, effectivement. Hein. C'est même pas facile quand on travaille en équipe pluridisciplinaire. On a un secret partagé, c'est vrai, mais le médecin que je suis, donc, est quelquefois confronté à la notion de ne pas révéler donc certaines vérités. Je crois que ce qui est très important, c'est au fond toujours d'en référer au patient si on peut, hein, c'est-à-dire quelle est la volonté du patient. Est-ce que le patient qui aurait pu vous faire des révélations serait d'accord pour que ces révélations, si elles étaient utiles à l'accompagnement sur le plan médical, nous soient ensuite révélées.
Je suis embêté, je n'ai pas une réponse très précise parce que c'est aussi le problème que nous avons avec notre psychologue. Alors est-ce que le bénévole est à quelque part, fait à quelque part une psychothérapie? Non, bien sûr, mais malgré tout, il y a quelques points communs. Et le psychologue qui travaille avec une équipe de soins palliatifs doit rester un psychologue, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre le patient et lui, de façon telle que il n'est pas censé justement nous dire après exactement ce que lui a dit le patient. Et pour autant, on a besoin, nous, de ce que nous dira le psychologue pour essayer de mieux appréhender la souffrance psychologique du patient. À titre personnel, est-ce que vous êtes favorable à partager un peu ce secret médical? On peut presque prendre la parallèle, excusez-moi, mais j'y pense, aux personnes qui accompagnent l'insertion des enfants handicapés dans les écoles et qui ne sont pas informés sur les pathologies qu'ils ont. L'accompagnement en fin de vie nécessite quand même une sorte d'information minimale. Est-ce que vous êtes opposé à partager vous-même cette information? J'ai beaucoup évolué sur la question depuis que je fais du soin palliatif, oui. Et depuis surtout que dans le cadre des soins palliatifs, on a le droit, voire le devoir, d'informer les familles. Lorsque le patient donc n'est plus susceptible de pouvoir dire ce qu'il veut pas, et qui n'est plus décisionnaire. Personne de confiance. Tout un temps, on n'avait pas le droit donc de révéler, même aux familles, les diagnostics. Pour l'instant, on a beaucoup progressé en matière de soins palliatifs et on révèle aux familles, on doit le faire, on doit les informer. Non seulement donc on leur parle du diagnostic, du devenir, mais encore une fois, ils sont partie prenante dans les décisions très importantes. Pour autant, le docteur Leonetti a bien insisté hier, la famille n'est pas décisionnaire. Partie prenante, ça veut dire qu'elle va nous informer, elle va nous donner des renseignements, mais c'est le médecin qui va continuer malgré tout à être décisionnaire. Partager l'information avec les bénévoles, avec le psychologue. Encore une fois, je pense que je serai certainement favorable. Pour autant, est-ce que ça nécessite une formation supplémentaire au niveau du bénévolat? Est-ce que, encore une fois, il faudra surtout toujours, dans la mesure où le patient est capable donc d'être, dans la mesure où il est toujours cohérent, toujours bien lui demander à lui ou à elle si elle veut ou il veut que l'information et certaines informations soient transmises entre plusieurs personnes, que le bénévole devienne plus ou moins membre au moins de temps en temps par rapport à des réunions de notre équipe, ça me paraît tout à fait logique, mais peut-être, encore une fois, à la fois peut-être une formation supplémentaire, que je sais qu'il y a une formation déjà importante, mais d'autre part aussi, surtout, que le patient en soit averti et soit d'accord. Est-ce qu'il y a une réaction urgente à cette... Madame me fait, je veux réagir, je veux réagir. Noël Carnin, voilà. Suite à... cette question a été posée dans le cadre des réseaux, justement, et elle a été résolue par un texte de janvier 2016 sur le secret partagé dans les réseaux de soins. Et la notion d'équipe de soins à l'intérieur de laquelle le secret médical, qui est en fait une sous-partie du secret professionnel, peut être respecté, est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de soins, ça peut être une équipe pluridisciplinaire au sein d'un même établissement, ça peut être aussi une équipe pluridisciplinaire entre plusieurs, une équipe éclatée comme celle d'un réseau, et il suffit simplement, on a pensé au foyer, aux masses, etc., il suffit qu'il y ait un soignant, c'est-à-dire qu'il y ait une infirmière dans le cadre d'une équipe où il y aurait des, comment on appelle ça, les éducateurs ou un instituteur, etc., c'est le cas, et ces personnes-là sont tenues à ce moment-là, peuvent partager le secret médical et le secret professionnel et sont tenues aux mêmes règles. Voilà. Alors, par contre, je ne suis pas sûre de mémoire si la question des bénévoles a été citée dans le texte. Mais en tout cas, maintenant, on a un texte qui encadre le secret, la tenue du secret. Effectivement, le patient reste toujours maître de ce qu'il veut qu'on partage. Accepté ou pas. Merci pour ces précisions. Monsieur Moulin. Oui, merci. J'avais deux réactions là, à ce qui a été dit. Que je trouve tout à fait intéressant. Alors, juste pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est
qu'est-ce qu'on fait de l'information livrée en équipe? C'est pas seulement la question, alors c'est une question qu'on se pose classiquement en tant que psychologue, mais aussi au niveau des équipes de soins, effectivement, ou même en tant que bénévole, puisque je sais qu'il y a des bénévoles qui veulent absolument pas être dans la boucle des informations médicales en disant nous, on veut garder une certaine virginité du regard et ne pas être contaminé par une logique soignante ou médicale, ce qui peut parfaitement s'entendre. À l'inverse, il y a d'autres associations qui, au contraire, revendiquent un accès égal à l'information pour éviter des impairs au niveau relationnel. Donc là, et en même temps, qu'est-ce que ça crée dans les équipes? C'est-à-dire que là, quand on... Alors là, c'est plus de l'information. C'est quel type d'information? Est-ce que c'est des informations médicales ou est-ce que c'est d'autres types d'interventions? Savoir que, par exemple, un père a été incestueux avec sa fille, qu'est-ce que ça va induire au niveau des équipes? Qu'est-ce que ça va induire dans l'accompagnement? Est-ce qu'il faut absolument que tout le monde le sache ou pas? Enfin, c'est une vraie question en même temps qui s'est déjà posée. Moi, quand je travaillais en USP, c'est des questions qu'on s'est posées. Bon, ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, alors je vais revenir sur la question du spirituel, parce que moi, j'ai un problème avec ça. Je vous explique. Rapidement. En tant que psychologue, moi, j'ai toujours... Parce que si on réfère... Alors, ça dépend ce qu'on met derrière spirituel. Parce que si la spiritualité, c'est la question du sens, alors pour moi, c'est du psychologique aussi. Je ne vois pas pourquoi on ferait comme si les psychologues ne travaillaient pas sur le sens. Alors là, je trouve ça aberrant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça aberrant. Mais bon, alors je peux comprendre par ailleurs, enfin, parce que nous, on n'enseigne pas la spiritualité quand on fait des études de psychologie. Par contre, effectivement, la question du sens, on se la pose tout le temps. Et la question que les acteurs attribuent à leur propre pratique, ou le sens que les acteurs attribuent à leur propre pratique, ou ce qu'ils vivent, c'est permanent. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si par contre, et moi, c'est un soupçon que j'ai un peu, c'est-à-dire si le spirituel, c'est le cache-sexe du religieux, alors autant le dire, enfin ce sera plus clair là aussi, parce que qu'on puisse... Mais moi, je ne remets pas du tout en cause la pertinence d'une intervention de représentants des cultes, là-dessus, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce qui m'a plus interrogé, par contre, sur la question de la laïcité, sur laquelle on a beaucoup discuté sur la scène politique, mais peut-être pas suffisamment sur la scène palliative. Je vois qu'il y a peu de débats sur la question de la laïcité, et qu'on devrait se poser aussi. C'est-à-dire, la question, moi je me souviens quand je travaillais en unité de soins palliatifs, j'ai vu à différentes reprises des médecins prier avec des patients. Pourquoi pas? Là-dessus, pourquoi pas? Sauf qu'on est dans l'hôpital public. Mais ça, c'était une question. Non, mais c'était vraiment une question aussi qui a été posée. J'ai travaillé avec des juristes, alors là je m'adresse aux juristes. Moi, ça, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Non, mais justement, c'est bien, tant mieux. Oui, mais c'est pas... Non, mais moi, ça me posait aucun problème à ce moment-là. Mais rétrospectivement, on m'a dit, mais ce genre de pratique, normalement, n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, admettons. Mais par ailleurs, je sais qu'il y a des endroits, il y a des lieux de prière dans les hôpitaux. Donc ça, c'est institué. Donc je me posais la question aussi... Lorsqu'on parle d'humanisation, est-ce que vous ne pensez pas que vous déshumanisez en pointant ce type de... Non, mais c'est une question, est-ce que ça peut, est-ce que ça doit être ou pas? Moi, c'est une question que j'ai. Pour moi, c'est ouvert. Hein. J'ai pas du tout une réponse... prendre des réactions. Une réponse figée par rapport à ça, mais c'est plus par rapport à tous les débats qu'on a actuellement sur la laïcité dans les espaces publics. Est-ce que c'est des choses qu'on peut s'autoriser? Même si on peut concevoir qu'effectivement les gens se rejoignent ainsi. C'est une façon d'accompagner aussi. Hein. Moi, là-dessus, j'ai... Mais en même temps, est-ce que juridiquement, c'est une question que je pose, hein, est-ce que juridiquement, c'est des choses qu'on peut admettre, tolérer, ou au contraire encourager? Ou qu'on doit dénoncer. Alors, c'était vous, avant que M. Chichet réponde, vous souhaitiez réagir ou prolonger les réflexions de M. Moulin? Oui, Marie-Thérèse Lambrio, vieille adhérente de Jalmal et professionnellement médecin en équipe mobile de soins palliatifs. Ça rejoint un petit peu sur cette question du spirituel, mais j'avais l'impression, depuis tout à l'heure, peut-être à tort, je ne sais pas, que dans les propos, on découpait un petit peu la personne en tranches, c'est-à-dire qu'il y a de la souffrance physique qu'il faut soulager, on est complètement d'accord, qu'il y a une tranche de psychologique importante, une tranche de social, une tranche de spirituel, et que peut-être faut déjà passer les trois... Alors je suis un peu provocatrice, hein, qu'il faut déjà dépasser les 3 premières tranches pour faire la place aux bénévoles. Et moi je me dis que les soins palliatifs et l'accompagnement, ça a été dit depuis hier, dès le départ, par essence, ça doit être lié. On s'adresse à la personne. Alors après, je ne sais pas si en tant que médecin, je m'adresse au spirituel ou pas. J'essaie de m'adresser à la personne à travers ce qu'elle me dit et j'entends quelque chose de ce qu'elle vit. Et il me semble que le bénévole, c'est ce qu'il entend aussi. Alors je me dis que peut-être le travail qu'on a à faire tous,
c'est à faire connaître effectivement ce que c'est que l'accompagnement bénévole pour que les personnes, les familles le réclament. Et en tant que professionnels de soins palliatifs, rencontrons-les bénévoles, parce qu'on parle mieux des autres quand on les connaît, on les introduit plus quand on les connaît. Et je ne suis pas sûre que cette chronologie, évidemment un patient très en souffrance, ça va être très compliqué, mais peut-être que le clin d'œil de la personne bénévole qui vient, qui se soucie, même si elle reste 2 minutes, ce sera important. On ne sait pas l'impact que sera. Et donc c'est un peu un encouragement à pas compartimenter ça, parce que peut-être dans ma pratique, je me heurte trop à ça. Et j'ai peur que la médecine palliative de demain, elle soit trop dans ces compartimentage-là. Et je crois qu'en tant que bénévole, il faut qu'on lutte pour être ensemble pour la personne dans sa globalité. Alors, merci de cette réflexion, mais M. Moulin avait posé une question à M. Chichet à laquelle il va répondre, et puis M. Bottero, vous avez été interpellé, enfin tous les deux, et je demanderai votre réaction. M. Chichet, la question, ce médecin priant avec un malade au sein de l'hôpital, est-ce que on est hors la loi? Je pense que oui. Ah non, pardon, c'est pas ma question, c'est celle de M. Moulin. Je me fais huer à votre place. Vous assumez, hein, on est bien d'accord. Bon, attendez, je voudrais revenir juste sur le secret partagé. Monsieur Chichet, vous devez répondre à cette question. Oui, je vais répondre, mais je vais répondre aussi au secret partagé. Donc, vous avez, madame a très bien dit, hein, les deux intervenants là, ont très bien cerné les choses. La seule précision que je voudrais apporter, c'est, il me semble, hein, j'ai regardé, hein, parce que j'ai préparé la séance, là, mais j'en suis plus sûr maintenant, il me semble que le secret donc, professionnel, et partant le secret médical, peut être partagé entre tous les membres de l'équipe de soins, entendue depuis 2-3 ans, dans un sens plus large que précédemment. Mais je ne suis pas sûr que les bénévoles d'accompagnement soient inscrits dedans. Hein. Moi, je ne les ai pas vus. Non, ils ne le sont pas. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le partage entre les membres de l'équipe. Question qui est posée. Deuxième point qui répond au docteur Bottero, c'est que le médecin peut donner des informations à la famille et aux proches dès lors que ceux-ci s'engage à soutenir la personne malade. Donc le médecin a une certaine latitude dans le soulèvement du secret. Voilà. Il y avait ça. Alors, quant au bénévole, c'est vrai que le bénévole n'est pas concerné par le partage du secret, et donc normalement il ne peut pas intervenir. Le seul moyen, je veux dire, moyen entre guillemets, hein, c'est si la famille ou le patient lui dévoile des éléments de la pathologie et de son état de santé. Ce qui, lorsque la relation de confiance est établie, en règle générale, ça peut se faire. Monsieur, pour la laïcité, c'est vrai que la laïcité, c'est vrai que tout le personnel à l'hôpital se doit d'être neutre, hein, d'être laïque et de ne pas manifester ses convictions politiques. Maintenant, ses convictions politiques ou religieuses. Maintenant, c'est vrai que si le médecin a prié avec le patient en indiquant qu'il sortait de son... Je veux dire qu'il mettait entre parenthèses pendant un moment sa fonction, pourquoi pas? Je veux dire, c'est délicat, mais je veux dire, je comprends la situation. C'est rigoureusement, sur le plan juridique, c'est choquant. Maintenant, le médecin peut toujours dire, je me mets provisoirement en congé pendant quelques minutes, hein, pendant 1 heure, j'enlève ma blouse pour faire une démarche spirituelle ou religieuse en tant que personne privée. Maintenant, en tant que médecin, c'est vrai que la réponse, c'est non. Voilà. Quant aux espaces de prière, ce ne sont pas des espaces de prière qu'on met dans les hôpitaux, c'est des espaces de recueillement. Voilà. Donc, Monsieur Bottero, docteur Bottero, vous avez été interpellé, donc ce patient un petit peu... Enfin, vous êtes un petit peu... La fin de vie appartient à la médecine aujourd'hui, en quelque sorte, et les autres, je dirais, arrivent après. Oui. Est-ce que d'emblée, tout le monde pourra arriver ensemble? Je suis tout à fait d'accord, bien entendu, avec vous, c'est évident. J'ai voulu probablement être un peu trop didactique pour essayer de différencier donc les différentes étapes, mais il est bien évident qu'elles sont elles interréagissent. Et il ne s'agit pas pour moi, bien entendu, de dire donc qu'on va passer de telle étape à telle étape à telle étape. Non.
Pour autant, je pense, mais vous avez donc certainement eu la même expérience, c'est que lorsqu'une personne donc est, je sais pas moi, à 14h30 avec une souffrance importante, physique, ben, ce sera difficile peut-être pour le bénévole donc de rester dans la chambre de la personne qui souffre. Il faudra que le médecin ou l'infirmière arrive, fasse des injections, le soulage, et puis après le bénévole pourra réintervenir. Je veux dire par là que il y a quand même, donc, si vous voulez, une certaine technicité à avoir pour soulager les symptômes physiques, afin que la personne puisse être après disponible, encore une fois, pour essayer donc de passer à autre chose dans le relationnel. Mais plutôt au-delà de ça, je me pose incontestablement des questions sur cette fameuse technicité. Je trouve qu'on est de plus en plus efficace pour calmer les douleurs, de plus en plus efficace pour calmer beaucoup de symptômes. On peut calmer une occlusion intestinale, même si on la résout pas. On peut être vraiment très efficace sur beaucoup de points. Et bien entendu, est-ce que ce n'est pas alors le médical qui reprendrait petit à petit le dessus sur le suivi, sur l'accompagnement jusqu'à la fin de vie, également une sédation, et alors que l'on voudrait que cette fin de vie redevienne naturelle, que ce soit l'humain qui reprenne sa place, est-ce que c'est pas une forme comme une autre pour le soin palliatif qui serait trop technique, trop efficace, une façon comme une autre pour le médical de reprendre son pouvoir et de reprendre à ce moment-là donc encore une fois son emprise sur le côté naturel que l'on se targue d'essayer donc de privilégier. Et ça me pose effectivement une question, mais pour autant je reste un médecin de pratique et donc j'essaie avant tout de soulager. Oui, finalement, qu'il se passe hors les murs de l'hôpital, ce qui se passe à l'hôpital, finalement, et que même à domicile, on ramène l'hôpital à domicile avec la même hiérarchie que celle qui se situe dans les lieux de... Vous voulez réagir aussi à ce qui a été... Oui, je voulais réagir. En tant que soignante, hein, vous êtes aussi au premier rang. Oui, enfin... Et ce que je voulais aussi... je voulais réagir par rapport à la place des bénévoles. Bien souvent, nous, quand on est appelé par les hôpitaux pour des sorties de patients ou par l'appel du docteur Bottero parce qu'un patient ne va pas bien et qu'il faut qu'on soulage rapidement, on a un laps de temps qui est assez court entre le moment où on fait sa rencontre et le moment où il va quitter ce monde. Donc bien souvent, on n'a pas non plus le temps matériel de mettre en place vos interventions parce qu'on est contacté tard dans la phase avancée du patient. Donc il y a tout un travail à faire effectivement pour qu'on puisse avoir les patients en charge beaucoup plus en amont et ainsi qu'il y ait aussi une intervention de votre part et qui soit judicieuse. Je ne pense pas que vous appelez au dernier moment, dans les dernières 24 heures du patient, pour le connaître suite à la mise en place d'auxiliaires de vie, où je les contacte, je leur explique que là, elles vont faire du garde-malade d'un patient qui est sédaté dans un lit. La famille ne se sent pas de rester seule. Derrière, ça demande du temps de discussion, voilà, on essaye de parler avec l'intervenante parce que ce sont des situations pour elle qui sont difficiles à vivre, bien qu'elles aient, entre guillemets, l'habitude. Donc le problème n'est pas de vous faire intervenir, au contraire, plus il y a de monde à domicile, mieux c'est, du moins tant que le patient l'accepte, mais il faudrait que l'intervention soit utile et beaucoup plus en amont de la prise en charge. Et le problème, c'est qu'on est appelé beaucoup trop tard et on n'a pas les moyens d'arriver à tisser tout ça. Le domicile, en général, intervient trop tard, c'est ce que vous disiez au début, M. Bottero, on est déjà nous-mêmes appelés très tardivement, donc... ce qui fait qu'on est quasiment que dans la technique, en fait. Non. Les autres questions, excusez-moi, je ne vois pas bien où sont les micros, ou les bras levés. Ça se dit, on n'est pas loin de l'heure du repas. En attendant que un ou deux bras se lèvent, qu'on prenne une ou deux dernières questions, Monsieur Chiché, on évoquait ce matin par contre les situations assez fréquentes de grande solitude de ces fins de vie, des gens très très isolés, où il n'y a pas nécessairement de famille, pas d'aidant, où l'accompagnant est la seule personne qui vient. Et là, elle est quand même appelée à faire des gestes, à intervenir. Est-ce que si elle ne fait rien, elle ne peut pas non plus être
je dirais presque accusée de non-assistance. Moi, je me dis que dans certaines situations où elle est la seule personne qui visite, qui aide, qui rencontre, comment garder cette distance? Dans quelle situation on met l'accompagnant? Oui, je crois que votre interrogation, elle montre bien la difficulté qu'il y a chez nous en France. Plus fort, plus près. Je dis que votre questionnement montre bien la difficulté que nous avons en France de bien définir ce qu'est l'accompagnement. Moi, je suis frappé de voir que depuis la loi de 1999 que je vous ai citée et sur laquelle j'avais écrit un petit ouvrage, eh bien, finalement, on évolue très lentement. Et je suis d'accord avec madame qui est médecin. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de véritable théorisation, si vous voulez, de la notion, de la fonction d'accompagnement à domicile. Le seul article que j'ai trouvé, hein, très intéressant, est un article je crois que c'est de la Fédération nationale des soins palliatifs, sur la définition du bénévole. Et il faudrait que notre société se préoccupe véritablement de savoir ce qu'est l'accompagnement et qu'est-ce qu'on attend des bénévoles que l'on cite partout, hein, que l'on cite, on cite beaucoup dans les médias, mais dans les textes, on ne voit pas bien ce qu'ils vont faire. Et il y a même un certain flou qui est organisé, puisque en examinant le Code de l'action sociale et des familles, on voit dans beaucoup d'institutions sociales et médico-sociales des institutions d'accompagnement, mais qui n'ont rien à voir avec les bénévoles. Donc, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que vous êtes finalement des précurseurs. 20 ans après plus de 20 ans après la loi de 1999, vous restez des précurseurs parce que notre société elle évolue très très lentement et elle hésite toujours à reconnaître sa vraie place à l'accompagnement, alors que dans d'autres pays, on n'est pas, je veux dire, non seulement la culture est beaucoup plus ouverte, et puis surtout, on n'a pas les règles juridiques que nous avons en France, parce que en France, dès qu'on veut faire quelque chose, ah ben non, attention, là il y a un texte qui dit que c'est pas possible, accéder, dire, connaître la pathologie de la personne, ah ben non, là il y a des textes, vous voyez, on est prisonnier, même en tant que professionnel, on le regrette souvent, vous voyez, on se pose beaucoup plus de questions qu'on ne cherche à en résoudre. Donc finalement, moi ce que je voudrais vous dire, c'est tenez bon. Tenez bon et poursuivez votre tâche. Oui. Monsieur, oui, merci. On vous fait parvenir un micro. Et ensuite, madame à droite. Pardon. Oui, Daniel Groussin de Strasbourg. Je voulais juste réagir par rapport à la question de l'accompagnement et de la définition de l'accompagnement. C'est peut-être intéressant de donner ce que l'accompagnant n'est pas. Donc, essentiellement, non-soignant, non-famille. Je suis là-haut. Oui, c'est juste donc, non-soignant et non-famille. À partir de là, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment définir l'accompagnement? Parce qu'il y a des Canadiens, maintenant j'ai oublié son nom, quelqu'un qui avait écrit un bouquin là-dessus, qui montre bien que si le bénévole n'a plus un aspect de liberté dans son bénévolat, il arrête le bénévolat. Et je crois qu'un des bénéfices, c'est de pouvoir, je dirais presque, jouir d'un espace de liberté pour faire la création. Ah, intéressante définition, cette liberté du bénévole. Ce que vous voulez dire, attendez monsieur, peut-être gardez juste un tout petit peu le micro. Est-ce que vous voulez dire que trop de cadres risquent de démobiliser complètement celui qui aujourd'hui a envie d'être bénévole? Je crois que le journaliste a bien compris. C'est rare. Oui, attention, je vous redonnerai plus. Si le cadre est trop rigide, c'est ça la question. Alors, on a beaucoup besoin de bénévoles. Et je pense, moi j'éviterai la question du besoin, mais la question de l'intervention du bénévole à domicile, je dirais, ouvre encore à plus de liberté. Je crois que c'est ça qui fait parfois peur, qu'il y ait trop de liberté, et d'un côté et de l'autre. Vous voulez réagir ou je reprends tout de suite la question de madame, qui va peut-être réagir aux propos qui ont été dits aussi. Patricia Fleurier, Grenoble. Moi, il me semble que nous arrivons là au moment de prendre conscience du fait
que la formation qui est donnée aux bénévoles et que la formation que nous prenons, que nous demandons, est essentielle. À partir du moment où on a une formation qui nous permet de garder la proximité, la distance, etc., cela nous aide à prendre nos décisions au moment où il y a des flous, des moments où il y a des priorités qui apparaissent, qui n'ont pas été mentionnées dans les règles, et que nous devons, en adulte, en bénévole adulte, prendre nos décisions. Mais continuons notre formation, faisons des continuations de formation dans nos sessions d'écoute, de soutien. Continuons notre formation, c'est important. Merci. Merci pour cette proposition qui suscite des réactions à gauche. Qui veut réagir à ce qui a été dit là? C'est madame qui me demande la parole. Vous vouliez réagir à ce que propose plus de formation, vous êtes d'accord? Alors, je voulais simplement dire qu'il y a peut-être un moyen terme entre ces deux expressions qui viennent de se faire. Oui. Je suis pour la formation et la liberté, elle se situe peut-être dans l'expression de chacun, dans sa personnalité. Et voilà, je vois plutôt ça. Le cadre, il doit être là, à mon avis, c'est incontournable, surtout au domicile. Mais laissons à chacun son expression personnelle et cette liberté d'expression. Le bénévole est un individu, un être humain avant tout, avec ses singularités. Et dans la relation à l'autre, etc. Très bien. Merci, madame, oui, merci, pardon, d'avoir patienté. Et ensuite, je prends la question tout là-haut. Madame? Oui, moi, je vois que la matinée avance et on n'a pas évoqué le problème de la maltraitance. Donc, oui, un tout petit peu rapidement, je voulais m'adresser à monsieur Chiché. Oui. Parce que, bon, j'ai milité à Alma pendant des années, j'ai été cadre infirmier dans des institutions et j'ai fait de la formation à la prévention de la maltraitance. Donc je connais bien le problème et ça me dessert en tant que bénévole. Parce que j'ai l'impression d'être témoin de maltraitance institutionnelle avec de multiples causes, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que, quelle est ma place? Je ne veux pas être l'œil de Moscou. Je peux rencontrer le cadre qui, s'il est disponible, va m'écouter, s'il n'est pas disponible, un peu moins, et je pars comme ça, chez moi, en portant ça et en me disant est-ce que je ne suis pas complice. Je ne bouge pas pendant une semaine, et ben ça va peut-être continuer. Voilà, je suis très mal à l'aise par rapport à ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse en parler. Autant à domicile aussi, hein. Je n'ai pas vu de maltraitance à domicile parce que je n'ai pas beaucoup l'expérience, mais je viens, voilà. En EHPAD, c'est compliqué de mettre la place des bénévoles dans ce cadre-là. Oui. Alors au niveau juridique, je pense qu'on est lié aux mêmes règles, c'est-à-dire si on dénonce pas, on est complice. Absolument, c'est complice. Alors le témoin, bien sûr, le bénévole témoin de maltraitance, hein, ça c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il fait? Le bénévole témoin, alors c'est vrai que le droit pénal est particulier, hein, il est très limitatif sur le plan du signalement, parce que on ne peut signaler à la place d'une personne vulnérable que si celle-ci n'est pas en mesure de le faire. Voilà. Donc on est relativement limité. Maintenant, je veux dire, vous pouvez faire remonter l'information à votre association. Hein, à votre association, vous avez un président d'association qui pourra éventuellement vérifier sur place. Vous avez aussi un lien avec l'équipe interdisciplinaire. Il faut lui poser la question, parce que, je veux dire, il faut lui signaler. Maintenant, maltraitance, il faut savoir aussi ce qu'on entend. Tout à l'heure, Madame a fait référence aux EHPAD et aux populations extrêmement vulnérables dont on dénonçait un petit peu les conditions de fin de vie, d'ailleurs, tout à l'heure. Oui, mais c'est un problème plus... Pardon, monsieur, l'élément qui me gêne, c'est la privation de dessert, par exemple, puisque la personne Alzheimer embête le soignant. Mais ça, c'est en EHPAD. C'est en EHPAD, voilà. Oui, mais ça, d'accord, mais c'est pas tout à fait notre... C'est pas notre sujet, j'entends ce que vous dites. En tout, enfin, l'unité protégée. Et pourquoi privation de dessert? Parce que la personne l'embêtait, se collait à elle, et elle l'a menacée de le priver de dessert.
Ah d'accord, c'est pas une prescription médicale. Ah non, non. Mais donc c'est inadit. C'est la soignante qui le prive de dessert en le tutoyant, bien sûr. Et donc, ça, une parmi tant d'autres, hein, parce que j'ai quelques cas comme ça qui sont un petit peu... Mais si vous êtes témoin de maltraitance, il faut faire remonter l'information en étant... Oui. Dès lors que c'est... Je veux dire que vous portez un regard qui est objectif sur une situation. L'avez-vous fait? J'ai rencontré la cadre qui a semblé entendre. Mais ça n'a pas bougé, puisque j'ai retrouvé la situation quelques jours après. Inchangé. Et bien vous avez un directeur, donc, vous pouvez écrire. Voilà, donc elle est plus loin, bien sûr, mais je sais la procédure qu'on peut faire, même carrément appeler Alma et puis poser ma problématique. Mais comment je... Voilà, mon gros souci, c'était comment je vais être vécue en tant que bénévole. Voilà, ma grande crainte, elle est partagée. Est-ce qu'on va me voir après comme quelqu'un qui observe? Vous avez peur que ça, finalement, ça vous ferme les portes secondairement? Si vous devenez l'œil de Moscou dans les institutions... Ça gêne ma mission. Je ne sais pas. C'est ce questionnement, la grande incertitude. Qui veut réagir à cette question, répondre en attendant Si vous vous sentez mal à l'aise, vous effectuez un signalement et je veux dire, vous passez à autre chose, vous changez de service en disant bon, il n'y a rien à faire avec ces gens. Voilà, vous prévenez l'administration, vous prévenez éventuellement la famille et puis vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous en parlez à l'association. Pas aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, monsieur... Oui, de toute façon, cette personne peut faire remonter l'information au président de la délégation, voilà. Que ça sera plus anonyme et le message passera quand même. Exactement, on signale le fait. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer la difficulté. Ça se passe en EHPAD et on a une personne âgée qui reçoit la visite d'une bénévole, hein, de l'une de ses amies. Et cette personne, pour lui faire plaisir, lui achète régulièrement des petites friandises. Et cette voisine, en fait, elle vole la résidente en achetant chaque fois le double. Donc elle achète 2 paquets de biscuits, un pour la résidente et un pour elle. Alors, bien sûr, c'est odieux. Pire, donc on l'a appris, on s'est réunis, on a réfléchi, et puis on a dit, alors on va mettre fin à cette situation, on va exclure la voisine de toute visite. Et le médecin et le cadre nous ont fait remarquer, mais la résidente, c'est la seule visite qu'elle est. C'est la seule visite. Est-ce qu'on ferme la porte? On peut faire une remarque à la voisine en disant attention, on peut être prudent vis-à-vis dans la gestion en aidant la résidente à gérer. Mais vous voyez, c'est des situations. La complexité des situations. Madame qui bondissait et après le micro tout là-haut. Madame, vous bondissiez, pardon. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement difficile, la maltraitance. Et par rapport aux bénévoles, je pense que c'est important dans nos associations qu'on fasse passer le message quand un bénévole rencontre une situation de cette nature. D'abord, déjà faire attention au regard qu'on va porter sur la situation. La deuxième chose, c'est extrêmement important que le bénévole il partage cette situation déjà avec... Alors, soit il peut le partager dans l'institution, c'est parfait, et qu'il le partage aussi dans son association, avec la coordinatrice ou avec le président, de façon à ce qu'on suive ensemble, y compris avec l'institution, on a éclaircir, pas éclaircir la situation de la maltraitance, mais éclaircir finalement ce que vivent les bénévoles, et quelquefois, ça permet aux bénévoles de voir plus clair, et de plus être encombrés avec ces situations de maltraitance. Parce que si le bénévole va commencer à porter des regards, quelque part l'établissement va dire c'est pas son rôle, il va nous appeler, donc moi ça m'est arrivé, en nous disant je ne veux plus l'association Jalma dans mon association. Donc effectivement il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc la consigne, mais dans toutes les situations c'est la même chose, je pense que le bénévole en situation difficile par rapport à ce qu'il ressent, je l'invite vraiment fortement à se rapprocher de la coordinatrice ou du président pour pouvoir évoquer les situations et pouvoir les éclaircir en institution. Et ensuite, une fois que c'est éclairci en institution, le bénévole est beaucoup plus confortable pour continuer ses accompagnements. Monsieur, oui. Jacques Potier, je réagis tout à fait, j'entends complètement, je suis donc le président de Jalma de Vendée, j'entends complètement les questions là, des collègues et ça rejoint effectivement un questionnement que l'on peut avoir au quotidien dans nos accompagnements, notamment en EHPAD. Ça me renvoie aussi à une autre question par rapport aux missions de Jalmalve. Et j'entends très bien que pour un bénévole qui fait de l'accompagnement dans un EHPAD, si
dénoncer ou faire remonter comme ça des situations de maltraitance qu'il constate, ça peut le mettre en position effectivement très délicate. Mais je crois aussi que dans les missions globales de Jalmalv, nous sommes reconnus et nous sommes représentants d'usagers. Et c'est un autre créneau. Et donc moi, ma question serait, parce que là, à mon avis, en tant que représentant d'usagers, partout où nous le sommes, par ce biais-là, je crois que c'est notre mission aussi de dénoncer ces situations que nous constatons. Donc pour moi, la question est plutôt comment articuler notre mission d'accompagnement qui effectivement peut constater des maltraitances, mais qui n'est pas, pour laquelle c'est très délicat de faire remonter des situations, même si on a obligation de le faire quand il y a des situations graves. Mais en même temps, comment on va articuler cela avec notre mission, puisque c'est bien donné dans nos missions, de représentants des usagers. Et là, je crois que ça répond véritablement au cœur de ce que nous avons à faire. Une réaction rapide. Vous êtes un représentant des usagers Je suis représentant des usagers à la commission des usagers et je peux, dans l'établissement où je suis aussi bénévole d'accompagnement au sein des services, c'est pas facile de mener les deux rôles, mais c'est à la direction qui l'a voulu comme ça, c'est la direction qui a voulu que ce soit un bénévole Jalmalv qui soit un représentant des usagers. Et je peux vous dire qu'on peut faire remonter, bien sûr de façon complètement anonyme, des situations dans le registre des plaintes et des réclamations qui sont très prises au sérieux et analysées. Vraiment le sujet vous passionne, il faudra y consacrer toute une session, mais on approche de la fin, alors je vais juste vous laisser réagir rapidement. Oui, moi je voudrais dire... Si vous voulez vous lever, ce serait très gentil. Oui, moi je suis Dominique Rognon, responsable de la commission bénévolat. Je voudrais dire deux choses. On ne peut pas être représentant des usagers dans l'établissement où on intervient en tant qu'accompagnant. Pour que ça soit clair. C'est écrit. Maintenant, en ce qui concerne la maltraitance et la malveillance, je voudrais rappeler que la commission bénévolat, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, a écrit un texte là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça peut être un bon support pour les problèmes qui se posent à vous. Quelques mots. Troisièmement, je voudrais juste dire un petit mot sur la laïcité. Non, justement, quelques mots, les grands... Oui, ce qu'il faut retenir. La laïcité, on n'est pas neutre quand on est laïque, mais on respecte les opinions des autres. Voilà, il y a une grosse différence. Merci infiniment. On arrive au terme. Quelqu'un en haut a patienté très très longuement, alors je m'octroie le droit de dépasser un tout petit peu le temps et de prendre sa question. C'était... Non, c'est bon? Ok, c'est très gentil. Donc on va applaudir... allez, la dernière. Ok, la dernière. Je suis trop gentille, impossible. Retirez-moi le micro. Merci. Je vais aller très vite. Donc moi je suis responsable de la représentation des usagers au niveau de la fédération. Alors effectivement, ce qu'a dit Dominique, il est préconisé, puisque la fédération ne donne que des recommandations, mais il est vraiment préconisé de ne pas être représentant d'usagers dans l'établissement où on accompagne. Ça peut nous mettre dans des situations extrêmement compliquées. Par ailleurs, un bénévole Jalmalv qui remarque effectivement qu'il y a des soucis dans un service. Je ne suis pas certaine, moi, qu'il aille saisir tout de suite la direction de la qualité, qu'il fasse remarquer qu'il y a des problèmes dans le service où il accompagne, parce qu'effectivement, on risque d'entendre, eh bien écoutez, on ne veut plus de Jalmalv dans notre service, et c'est très, très préjudiciable. Par contre, il y a dans tous les livrets d'accueil, il y a les marches à suivre, et à ce moment-là, c'est quand même à la famille, aux proches, on peut les orienter pour que ce soit eux qui saisissent cette commission. Mais je ne crois pas qu'un bénévole Jalmalv puisse se permettre d'emblée d'aller soulever le problème auprès de la commission. Il faut être extrêmement vigilant. Maintenant, en parler avec son association, oui, bien sûr. Et après, peut-être, effectivement, aller rencontrer le chef de service et sur la pointe des pieds, encore, avec la coordinatrice, le président. Mais là, vraiment, on a un rôle extrêmement délicat. Voilà, c'est tout. Merci infiniment pour cette petite synthèse. Un grand des applaudissements pour nos intervenants qui nous ont aussi beaucoup écoutés. Et on va appeler avant Christian à la tribune, Christian que tout le monde veut voir.
la star de ce congrès, qui réussit à nous faire vivre, et pourtant dans des conditions un peu inhabituelles, à moins Christian, parce que vous travaillez dans des conditions assez inhabituelles, donc c'est d'autant plus, vous avez fait vraiment beaucoup rire. Merci. Je voudrais d'abord, sans fausse modestie, vous féliciter toutes et tous pour ce que vous faites. C'est vraiment formidable, et je pense que vous le savez. Quant à moi, je ne fais que mon métier, ma passion. Je suis dessinateur de presse pour des journaux, des magazines. Nice Matin, comme Nancy d'ailleurs, je collabore à Nice Matin. Et puis je fais des tas d'autres choses avec mes dessins. Ils deviennent des sculptures, les chars de carnaval de Nice, enfin plein de choses. Mais j'ai toujours cherché à les amener le dessin d'humour, ou pas forcément d'humour, comme celui-ci par exemple, hein, qui n'est pas un dessin d'humour, qui est plus poétique, dans des sujets délicats. Le dessin peut des fois servir de catharsisme, de faire des dessins sur des attentats, faire des dessins qui regroupent les gens. En ce moment, par exemple, je travaille avec un groupe d'adolescentes à Nice, à l'hôpital Lanval, de jeunes adolescentes victimes de l'attentat du 14 juillet. C'est évidemment dramatique, mais c'est passionnant. Ce qu'on fait ensemble, c'est passionnant, et ça débouchera sans doute sur une exposition. Et j'avais déjà aussi, dans la région, exposé mes dessins d'humour au centre de soins palliatifs à la demande du docteur Sié, lorsqu'il a ce centre c'est ça, c'est Sié? Siès. Lorsque le centre a été inauguré, il m'a demandé, à ma grande surprise, et puis j'ai bien sûr tout de suite accepté, puisqu'il m'a dit, mais un centre de soins palliatifs, c'est pas parce que les gens y meurent qu'il faut que ça soit un endroit triste, et pour leur famille. Alors bien sûr, j'avais fait un choix de dessin particulier, mais j'avais beaucoup aimé faire ça, et dès que je le peux, je le fais, et aujourd'hui encore, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci.